Hello, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Écoutez, merci. Merci beaucoup d'être aussi nombreux déjà pour ce tout début de live. J'ai lancé un petit peu en avance car vous n'êtes pas sans savoir que nous avons un invité de marque de prestige aujourd'hui. Merci à ceux qui sont déjà présents dans le chat. Merci à RedX5813 pour le follow. Merci Enguerrand, dont c'est le premier message dans le chat. J'ai déjà le t-shirt de 21h. Oui, c'est vrai. France-Autriche, évidemment. On ne déroge pas à la règle. Petit t-shirt de l'équipe de France. On espère que tout va bien se passer. Attendez, est-ce que Samy, si tu m'entends, tu peux venir. Tu peux venir. Alors Samy qui va devoir nous quitter à 19h45. Donc voilà, j'espère que vous avez préparé quelques-unes de vos questions car vous pouvez lui poser d'ores et déjà vos questions. Moi évidemment j'ai déjà préparé mes questions puisqu'il faut quand même que je sois un minimum un journaliste un petit peu sérieux. Et voilà, on a monsieur Samy Mektounif. Comment ça va Samy? Salut tout le monde, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça va très bien, merci beaucoup. Voilà, donc troisième invité sur cette chaîne. On avait déjà eu Evan Gilter en septembre dernier, ça lui avait porté chance vu qu'il avait gagné la F4 France. On a eu Théophile Naël qui a été ensuite champion de F4 espagnol. Voilà, Samy, il y a une tradition à respecter, c'est tout le malheur qu'on te souhaite. Ça va, j'ai compris. Bah écoute, j'espère que ça se passera comme les deux autres. Donc bon, j'essaie toujours de commencer mes petites interviews par cette phrase. Est-ce que tu peux te présenter toi rapidement, à la fois pour les viewers sur Twitch, pour les abonnés sur YouTube, pour les personnes qui ne te connaîtraient pas trop en dehors de tes perfs en F3? Ok, bah bien sûr. Alors, je m'appelle Sami Meguetounif, je viens d'avoir 20 ans pendant le week-end à Monaco. J'ai commencé le sport auto à 5 ans. Le jour de mon anniversaire, j'ai eu un karting, donc plutôt chanceux. Et c'est ça qui m'a mis un petit peu le pied à l'étrier. Et on va dire que ça a déclenché. Non, ça n'a pas déclenché, puisque je l'avais même avant, à 2 3 ans, mais ça, ça m'a spécialisé dans ma passion des moteurs, un peu de la mécanique et de tout ce qui tourne autour de ça. Ça m'a spécialisé dans le circuit. Et quand j'ai mis le pied là-dedans, voilà, je suis plus jamais ressorti et j'espère pouvoir vivre de ça plus tard. Et voilà, j'ai commencé en karting mes premières compétitions dans le sud de la France. Et après, j'ai fait mon max pour évoluer ensuite dans des compétitions plus relevées en Europe et mondiales. Et j'ai commencé la voiture en 2019-2020 en Formule 4 pour ma première saison en F4 France. Et voilà, maintenant, donc voilà, j'ai fait mon chemin, pas toujours facile. C'est un sport très difficile, notamment, bon, tout le monde est au courant, mais notamment à cause du budget et tout ça. Ça n'a pas toujours été facile, mais cette année, je cours en Formule 3 et FIA. Je suis le seul Français et j'ai une opportunité d'une vie car j'ai la chance de rouler dans un top team. Et voilà, je pense que c'est le résumé de ma vie. C'est un bon Beaucoup résumé. plus long quand tu le vis, mais voilà, c'est ça le résumé en quelques phrases. Ok, donc tu l'as dit, tu es engagé en F3 cette année avec Trident. Avant de parler vraiment de ta saison, qui a déjà eu connu un premier succès à Imola, il y a beaucoup de gaps dans le calendrier, beaucoup de grands écarts entre certains meetings. Par exemple, on avait un mois entre Monaco et entre Barcelone ce week-end, et on avait eu aussi 2 mois entre Melbourne et Imola. Comment tu t'occupes pendant ces pauses? Et ben, en effet, la F3, c'est un calendrier qui est un peu particulier. Bon, on a vraiment la chance déjà de suivre la F1. Ça change tout en termes de visibilité et aussi aux yeux des gens, ça change pas mal de choses. Ça rend la chose beaucoup plus professionnelle. Sans dénigrer les autres championnats par rapport au niveau ou quoi que ce soit. Mais voilà, juste le fait de rouler avec la F1, les matins d'ouverture et tout ça, c'est vraiment impressionnant et c'est un plus pour nous en tant que pilote quand ça performe, il y a des vraies retombées. Et voilà, le fait que le calendrier soit espacé à des moments entre les courses, c'est vrai que ça fait bizarre en tant que pilote parce que c'est pas un sport où on peut s'entraîner régulièrement comme taper la balle au tennis ou jouer au foot avec juste un ballon quoi. Donc en fait ça fait qu'il y a des pauses où on touche pas un volant à part un simulateur. Et voilà, c'est vrai que les premiers tours quand on se remet dans la caisse, il faut de suite se mettre dedans.
Et on n'a pas le temps de se dire, voilà, on se réadapte, on y va tranquille au début ou quoi. On n'a vraiment pas le temps de faire ça parce qu'on n'a que 45 minutes d'essai. Dans cet essai, dans ce free practice qu'on a avant la qualif, on ne roule pas énormément parce qu'on a qu'un set de pneus. Et ça fait voilà, qu'on a 3-4 tours selon les circuits avant d'attaquer la qualif. Et quand ça fait un mois ou plus que tu n'as pas roulé, c'est un vrai exercice en tant que rookie encore plus difficile. Mais oui, c'est un championnat particulier pour ça. Ouais, c'est un peu l'inverse de la Freca ou de la F4 où là tu pouvais un peu tester un peu tout le temps et là en F3 c'est vraiment t'as 45 minutes d'essai libre, ouais, un train de pneus et puis après bah, c'est la qualif quoi, faut performer. C'est ça. C'est différent la façon dont se construit un week-end. Bien sûr, c'est différent, même l'approche mentale de la séance de free practice. Quand en Freca ou en F4, tu as même des prix event test le jeudi, tu as Ouais. 3-4 heures de séance, tu peux vraiment aborder la séance tranquille à ton rythme, histoire de te mettre en confiance, etc. On va dire que la F3, c'est moins mental d'un côté, ça l'est plus aussi de l'autre, mais quand je dis moins mental, c'est-à-dire qu'il faut plus déconnecter le cerveau et se dire, ok, il n'y a pas de question de se sentir bien, se mettre en confiance, non, il faut y aller, délivrer dès le premier tour, être le plus proche de la limite dès le premier tour, et pour toi, parce que si tu commences à 60%, tu mets 70, 80, 90 sur le dernier tour, mais tu es trop loin, tu vois, du 100%. Hmm. Et quand tu vas en qualif, tu démarres de 90, alors que tu dois démarrer de 99 pour vraiment mettre tout dans l'ordre en qualif. Et donc voilà, commencer mal en free practice, ça peut vraiment tuer le week-end en F3. Alors qu'en free 4, tu as toujours le temps on va dire, rouler, rouler, rouler et de te rapprocher à la fin. Ouais, et puis au pire il y a deux qualifs, il y a deux courses, là c'était vraiment tout se joue sur la qualif. C'est ça. Pour parler de la saison actuelle de F3, donc tu es 8ème actuellement au championnat. Il y a évidemment en point d'orgue, pour l'instant, cette très jolie victoire en course principale à Imola. Il y a eu des très hauts, des hauts très hauts. Il y a aussi eu des bas, on est un peu obligé de le dire. On n'est pas encore à mi-saison, mais on y arrive bientôt. Ce week-end, en fait, ça sera la 5ème manche sur 10. Pour l'instant, toi, c'est quoi ton bilan de ces 4 premiers meetings? Comme tu l'as dit, il y a eu des hauts et des bas. Je suis content qu'on dise qu'il y a eu des très hauts quand même. Je pense que la victoire à Imola, je suis le seul rookie à l'avoir fait. Et même parmi les leaders devant le championnat, il y en a qui n'ont même pas gagné de course Feature Race. Donc je pense que ça a montré le potentiel que j'avais. Je pense qu'elle aura toujours quelque chose de spécial, cette victoire, pour toujours. Donc je suis fier de ça. Ça fait du bien, même mentalement, pour le reste de la saison. Mais après, voilà, je suis forcément frustré un petit peu des bas. Je pense que j'avais très bien commencé la saison à Bahreïn. J'ai marqué des bons points. J'ai vraiment beaucoup appris pendant ce week-end-là. Donc il n'y a pas mieux comme premier week-end, quoi. De l'apprentissage et des points. Et je pense qu'à Melbourne, c'est vraiment la boulette que j'ai un peu en travers de la gorge, mais qui me servira, j'espère, pour la suite. Je pense que ça m'a servi déjà, comme je montré à Imola, mais voilà, l'erreur de Melbourne en qualif, ça me tue le week-end. Et en fait, le potentiel était vraiment là, comme à Imola, comme à Bahreïn. Et quand je fais cette erreur-là, je mets, on va dire, mon week-end je mets une fin un peu au week-end, quoi. Alors que ça aurait pu être des gros points, surtout sur une piste comme Melbourne en tant que rookie, c'est pas facile. Je crois que le premier rookie, il fait P10 de la qualif. Mm. Donc je sais que avec le potentiel que j'avais, j'aurais pu vraiment impressionner des Melbourne. Donc voilà, c'est vraiment, on va dire, sur le bilan de début de saison, c'est vraiment l'erreur qui me coûte cher. Même d'un point de vue championnat, j'aurais pu être là actuellement top 5, top 4 avec le week-end de Melbourne, comme ça aurait pu se passer. Et après, Monaco, c'est spécial, on en parlait juste avant de lancer le live. Il y a eu des éléments que je ne pouvais pas contrôler, les choses ne se sont pas trop alignées et ça me fait un week-end off parce qu'on ne peut pas doubler après pendant les courses, même si ça marchait bien pendant les courses. Mais tu vois, sans Melbourne, ça aurait été un très bon bilan. Mais en fait, la boulette de Melbourne, elle fait que c'est du 50-50, quoi. Du très haut et du très bas sur les deux autres. Et voilà, c'est un peu ça mon bilan. Mais je pense que ces erreurs-là, vraiment, j'en ai tiré les bonnes leçons et ça va me servir pour ce qui arrive. Alors je rebondis à certains messages dans le chat, dont un En certain... vrai, je vois pas le chat. Ah bah du coup, Attends, je vais essayer de mettre mon tel pour Ouais, voir en le vrai chat. tu peux. Par exemple, il y a un certain Evan Gilter qui est présent dans le chat, Oh là là, qui nous Evan, dit je «Quel sais que homme tu ce m'écoutes. Samy!» Et voilà,
quand tu me demandes son jean. Attends, je vais aller sur le live. Il y a une question de Homero qui rebondit un peu avec l'une des questions que j'avais prévues. Tu fais équipe avec Leonardo Fornaroli, qui est un pilote redoublant, aussi avec Santiago Ramos, qui est un autre rookie qui vient de la FRECA. Comment ça se passe entre vous trois? Est-ce que Fornaroli, même s'il a un peu le même âge que toi, est-ce que tu apprends de lui? Est-ce qu'il vous aide? Ou il y a quand même de la rivalité? Parce que l'objectif, c'est quand même de battre l'autre, quoi. C'est d'être devant. Bien sûr. Alors, franchement, on fait une très bonne équipe, je trouve. D'un point de vue humain, on s'entend très bien. Euh, il y a quelqu'un qui a essayé de rentrer dans ma chambre. Ah, c'est malfamé l'Italie, hein. Non, non, je pense que c'est quand même que c'est trompé. Ouais, on s'entend très bien tous les trois. Je pense que la balance entre deux rookies et un mec comme Léo qui a l'expérience, mais surtout qui est, on va dire, productif, utile même pour les coéquipiers et l'équipe, ça fait vraiment une bonne balance, je pense. Parce qu'il y a des coéquipiers, des pilotes qui savent qu'ils peuvent apporter quelque chose aux autres, mais ils ne veulent pas forcément que ça se passe comme ça, donc ils vont la jouer un peu perso. Léo, je pense que c'est vraiment un bon mec, un bon coéquipier parce qu'il n'est pas du tout dans cette optique. Il est très ouvert, on parle beaucoup tous les trois et je pense que depuis les premiers tests, il m'a beaucoup appris, il nous a tiré vers le haut déjà parce qu'il a toujours été là dès les premiers tests. Voilà, il sortait d'une saison, donc il était forcément un peu plus rapide que nous. Donc c'était top de l'avoir. Et après, voilà, humainement, ça se passe très bien. Après, bien sûr, quand je gagne à Imola et tout, on sent un peu de frustration de sa part parce que je pense que c'est normal. Tant que c'est pas mauvais, que ça reste de la compétition, c'est bien. Quand on est aussi nu comme aujourd'hui, on se tire la bourre dans le centième près. Donc ça nous pousse à aller voilà, chercher les limites et aller chercher les derniers détails. Quand moi je roule, il me regarde. Quand je roule, je le regarde. Enfin, non, l'inverse, bref, voilà. Et voilà, on se pousse et je pense que c'est vraiment bien. Après, je pense que si je le bats plus régulièrement, il ne va pas apprécier ce qui est normal, on va dire. Et la victoire en course principale à Imola, est-ce que selon toi c'est ta plus belle victoire, ton plus beau souvenir en sport auto? J'ai des bons souvenirs en sport auto. Il n'y a pas que des victoires qui font des bons souvenirs, mais on va dire, voilà, récemment, je pense que c'était un des plus beaux moments. Je pense que aussi la manière dont la course s'est passée, s'est déroulée, c'était parfait, on va dire, pour moi, parfait pour une première victoire en F3, parfait pour un rookie. Enfin, voilà, ça s'est vraiment tout passé comme prévu. Et même Imola, je pense que c'est un circuit assez légendaire, assez difficile. Tous les pilotes le disent que c'est un circuit très technique et il n'y a pas le droit à l'erreur, surtout avec les changements qu'ils ont fait, les nouveaux bacs à gravier et tout ça. Donc ouais, c'était magique. En plus de ça, je gagne le même jour que Zach, donc on a partagé le bon moment ensemble. 4 jours avant, pour l'anecdote, je le récupère à l'aéroport de Bologne parce que j'étais en Italie déjà, moi, chez Trident. Et dans la voiture, il me dit il faudrait qu'on gagne une course, une feature race le même jour cette année. Et on fait une photo sur Insta avec quand on était petit et maintenant. C'est Et on l'a excellent. faite d'ailleurs. Et il m'en parle 5 jours avant la course. Et enfin, même pas, peut-être 4 jours avant la course. Et après, on gagne le dimanche. Et enfin, voilà, c'était rêvé. C'était un très très bon moment, même de le partager avec lui. Ça a rendu le truc encore mieux. C'est excellent. Bah, va le chercher à l'aéroport tous les week-ends, hein. Enfin, c'est génial. Mais du coup, Merci, Sam. ouais, vous connaissez depuis longtemps. Enfin, vous faites partie de la même génération. Vous avez fait la F4 ensemble. Vous avez, voilà. Euh, ouais, ta relation, elle date de quand avec lui? Zach, je dirais que c'est parmi les concurrents, parce que quand on était petit, on roulait ensemble en kart et tout. Parmi mes concurrents, ça a été le premier avec qui j'ai sympathisé en mode copain, Hmm. tu vois. Moi, quand j'étais petit, j'étais très, très fermé avec mes concurrents. Je voulais pas du tout me faire des amis quand j'allais aux courses de kart. Euh, Vraiment dès mes premières compétitions. Et après, c'était en 2016 on roulait en cadet ensemble et je me suis dit, ah, ce petit, je dis ce petit parce qu'il était de Oui, petite oui. taille en fait. Hein. Ça n'a pas changé, hein. Ça va changer. Ça va, maintenant ça va, mais quand on était, c'était vraiment petit. Et je disais, ah, j'aime bien comment il est celui-là, tu vois. Je sentais qu'il était différent des autres. Bon, je me suis toujours bien entendu, par exemple, avec Adrien et tout, mais jamais
un pilote est parti en vacances avec moi ou quoi, tu vois. Je gardais toujours cette limite-là parce qu'on reste concurrent à la fin, tu vois. Mais Zach, voilà, c'est le premier avec qui j'ai sympathisé. Et en 2017, on est parti en vacances ensemble, on est devenus amis. Parce qu'ami, c'est un mot fort, tu vois. On a plein de copains dans le sport auto, mais un ami, c'est quelqu'un avec qui tu fais des choses même hors sport auto. Et voilà, en 2017, je me rappelle au championnat de France junior, à la dernière manche, il m'a sorti au départ, Super. il m'a mis au bac, et 2 heures après, on partait dans la voiture en vacances ensemble. Donc Bonne ça ambiance. dépassait le circuit. Bonne ambiance. Les 30 premières minutes, elles s'étaient tendues, après on rigolait. Donc voilà, non, c'est vrai qu'on a une relation particulière. Après maintenant, voilà, j'ai d'autres amis, notamment Victor Martins, Victor Bernier qui était mon coéquipier. Enfin, j'ai plein d'amis maintenant. Je me suis ouvert un peu Ouais. d'esprit, mais on va dire Isaac, c'était vraiment le premier. Et on a toujours la même relation que quand on était gosse. Et c'est un régal. Ah, c'est vraiment chouette à entendre. Et tu parles de Victor, puisque bah oui, tu fais partie de l'agence de la Victory Lane, de l'agence de coaching, de management de la famille de Victor Martins. Qu'est-ce que ça t'apporte concrètement au quotidien, parce qu'ils te suivent depuis pas mal d'années là aussi. Ouais, c'est donc Nicolas Martins, le Hum, frère de Victor. On s'est rencontrés parce qu'en fait, quand j'ai rejoint la FFSA Academy, l'école au Mans, j'étais en internat et je me suis retrouvé dans la chambre vu que j'étais le plus jeune. Il m'a mis avec un des anciens qui était Victor. Et on s'est rencontrés là, on est devenus très très proches à ce moment-là quand on partageait la même chambre à l'internat. Et du coup, quand Victor lui roulait en F4, moi j'étais en kart. Et du coup, le soir, quand il appelait Nico au hôtel, j'avais l'occasion de parler, on s'est rencontrés. Et Victor, il disait, ouais, regarde ce petit et tout, il roule bien en kart, nana. Et après, Nico, lui, il avait comme projet de reproduire son accompagnement qu'il avait eu un peu avec son frère, avec d'autres joueurs, j'allais dire, d'autres pilotes. Et il s'est servi un petit peu de la carrière de son frère pour découvrir ce monde, rencontrer les gens qui font partie de ce monde. Et voilà, il a lancé son agence, qui est aussi maintenant un team de kart, qui performe très bien. En quelques oui, années, c'est oui. devenu un des meilleurs teams français, euh, en toute honnêteté, hein, Non, mais en carrément, parlant carrément. résultats, Hum. structure et tout ça. Et même européen, mondial, maintenant, ils se lancent en compétition mondiale et je pense qu'ils ont les épaules pour faire bien. Et voilà, donc Nico, c'est un quotidien. C'est lui qui gère un peu ma com. C'est lui qui gère ma com. C'est constamment au téléphone avec lui, avec mon père aussi. Il traite tout ce qui est athlète avec Nico. Le deal avec Trident, il en a fait énormément partie. Donc voilà, et Nico, il essaye de m'aider sur tous les points, la préparation physique, tout ça. Il met tout en place autour de moi pour que j'ai juste à penser à tourner le volant, ce qui est déjà une épreuve assez dure. Tu parlais du Mans, parce que évidemment, bah, tu as eu la formation française de la FFSA Academy au Mans. Je rebondis un peu, puisqu'il y a un pilote de la Victory Lane qui s'est distingué aux 24 heures du Mans le week-end dernier, juste hier, avec Vladislav Lomko qui a fait podium en LMP2. Est-ce que Ouais. toi, potentiellement, c'est quelque chose qui pourrait t'intéresser, genre par exemple faire équipe avec lui, faire équipe avec Victor, être aux 24 heures du Mans, ou pour l'instant, l'endurance, tu te projettes pas trop là-dedans? Alors, moi, l'endurance, ça me plaît énormément. Depuis petit, j'ai toujours regardé les courses, Daytona, Le Mans, même les 24 heures de Spa en GP3 Ouais. et tout ça, c'est des courses que j'adore voir. Après, c'est sûr que se projeter dedans, moi, tout ce qui est un volant et 4 roues, je pourrais me projeter dedans. Tu vois, il y a cette passion-là qui réunit toutes les catégories, mais on va dire me projeter objectivement, pas encore. Je pense que je suis focus déjà sur le court terme parce que c'est ce qui définira mon futur. Et, mais bien sûr, pourquoi pas d'avoir une carrière en hypercar chez Porsche, chez Ferrari, chez Alpine, c'est magique. Je pense que n'importe quel pilote pourrait signer s'il y avait une certitude à vivre de ça, quoi. Mais pour l'instant, voilà, je suis dans la filière sprint, la filière monoplace, donc je vais tout donner. À court terme, performer cette année, à moyen terme, la F2 l'année prochaine, qui sera une conséquence de ma performance. Donc voilà, j'essaye de vraiment mettre mon énergie sur le présent. Et donc, bon, on va revenir, avant de parler vraiment de 2025, de ce qui pourrait se passer l'an prochain, on va revenir sur la saison actuelle. Quand tu es arrivé chez Trident, donc Trident qui est quand même l'un des top teams de F3 avec Prema,
C'était quoi tes objectifs? Et après ces 4 premiers meetings, est-ce que les objectifs, ils ont changé? Euh, alors, quand je suis arrivé chez Trident, euh, déjà, j'avais du mal à me rendre compte de l'opportunité que j'allais avoir. Je dis j'allais avoir parce que ça a commencé pendant les tests de post-season l'année dernière. Hmm. J'avais du mal à réaliser, tu vois, dans quoi je mettais le pied. Et ensuite, quand on a attaqué l'hiver, qui normalement est la pause, et que pour moi, ça n'a pas été une pause, mais plutôt une préparation. Et c'était la première fois de ma vie, de ma carrière, que je passais autant de temps à bosser avec une équipe qui bosse avec toi, qui te pousse, qui t'apprend. Bah, en fait, je me suis vraiment vu évoluer cet hiver, sans rouler, je parle, à part en roulant au simu, je me suis vraiment vu avoir de plus en plus de cartes en main pour performer. Et c'est sûr que quand j'ai attaqué la saison, je me sentais fort, confiant, parce que quand tu fais une préparation comme celle-ci, comme je pense tous les top teams font, ça met vraiment en confiance. Donc en parlant d'objectifs, forcément il y avait l'objectif de titre rookie. Il y avait aussi un objectif de top 5, top 3 au championnat. Moi, avec Trident, les attentes, elles étaient basées sur ça. Après, je pense qu'on n'a pas parlé d'objectifs très très Hmm. précis, Hmm. parce que je pense pas que ça soit très productif de parler d'objectifs aussi précis. Et même là, après 4 courses, je maintiens mes objectifs de début de saison. Je pense qu'un top 5, un top 3, si même tout se passe très bien, c'est largement possible. Et pourquoi pas mieux, c'est la F3. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses, même les redoublants. Ils ont plus de pression que moi par rapport au titre, etc. Et je pense que je peux être l'outsider parfait pour aller chercher un très bon résultat. Voilà, je pense que ce que j'ai fait à Imola, c'est des choses aussi qui marquent, et c'est des choses dont j'ai besoin moi pour continuer ma carrière, et, et pourquoi pas penser à la F2 l'année prochaine. Et, et voilà, les objectifs, ils restent les mêmes. Si je trouve plus de régularité à partir de maintenant, sur les 6 prochaines, je n'ai pas de doute qu'on peut les atteindre. Et justement, tu parles de cette irrégularité. Je pense que c'est peut-être une critique qu'on a pu faire déjà à l'époque de la Freca, puisqu'en Freca, tu as eu 2 saisons avec MP Motorsport, il y a eu plusieurs podiums, mais parfois il y avait des meetings où c'était plus compliqué. Comment tu expliques cette irrégularité et est-ce que tu penses, peut-être cet hiver justement avec la préparation de Trident, est-ce que tu penses avoir trouvé les solutions maintenant que tu es en F3? Bien sûr. L'irrégularité, merci. VT, LSPN, il me voyait pas très haut au classement. Alors que moi je Non, me mais rappelle les prédictions du début de saison, j'avais fait une émission sur Twitch, j'avais dit top 5, normalement, potentiellement, voilà. Et ça, il y en a certains qui m'avaient critiqué, bah voilà, victoire en course non, on principale. verra. J'espère que je te donnerai raison, ou voire mieux. Ah, c'était une vanne. Tu me pardonnes. Alors. Non, mais l'irrégularité que j'avais, par exemple, en Freca l'année dernière, il faut savoir que. Enfin, en fait, maintenant, je suis content de pouvoir assumer ces choses-là. J'ai plus trop peur d'aborder le sujet de la voiture. L'année dernière, je pense que j'étais focus sur la saison, j'essayais juste de donner le mieux, et j'étais un peu désespéré à des Hmm. moments. Mais clairement, avec MP, on avait des week-ends où on posait la voiture, et même avec 4 heures de séance, on ne trouvait aucune solution pour se rapprocher. Et donc, il y a eu des week-ends où je n'ai même pas marqué de points, parce que, en fait, même en étant devant mes coéquipiers, en donnant tout, j'avais pas moyen de me rapprocher du top 10. Et des week-ends où on posait la voiture et on était devant. Et ces week-ends-là, je les ai tous exploités au max, parce que j'ai fait podium à chacun de ces week-ends-là où la voiture marchait bien. Et il y avait juste des week-ends où on était off. Peut-être que moi, j'étais pas à mon max. Il y a un truc qui arrive très souvent, comme on peut le voir avec Victor, et je suis deg pour lui, c'est que quand un pilote, dans notre style, où vraiment on a conscience que c'est un sport dur, qu'on doit vraiment tout le temps prouver, délivrer des résultats si on veut que ça continue, et ben quand on n'a pas la voiture pour performer, on a tendance à vouloir combler, Hmm. en faire plus, parce qu'on se dit si j'en fais pas plus, que je fais pas le tour d'Ayrton Senna, ben jamais je me battrai avec Antonelli ou les autres mecs qui étaient dans les Prema ou les R-Race et tout ça. Et souvent en faisant ça,
bah en fait, tu fais pire que si tu avais juste Ouais, ouais. conduit à la limite de ta voiture qui peut faire P10. Et à la fin, au lieu de faire 10, tu fais 15, 14, parce que tu as fait des erreurs, tu vois. Et en fait, ce que j'ai compris en étant maintenant dans une voiture qui me permet à la régulière d'être aux avant-postes, c'est que je dois faire le boulot que je sais faire sans vouloir faire de choses magiques et je me placerai là où la voiture peut se placer. Si la voiture peut se placer devant, bah, je serai devant. Et tu vois, en Frécam, mon irrégularité, elle était due à ça et simplement des week-ends où on n'avait pas de perfo. Et par contre, ça, je l'assume et c'est ce que j'ai appris suite à cette saison, c'est que quand la voiture ne peut pas le faire, en essayant de vouloir en faire plus, Faut tu pas feras forcer. pire que ce qu'elle peut faire. Hmm. Voilà. Donc voilà, cette irrégularité, j'en ai conscience. Et cette année, je compte bien prouver que c'était dû à la voiture l'année dernière. Et par exemple, l'erreur de Melbourne, elle me fait un week-end sans points, mais pas parce qu'il n'y avait pas de perfo. Elle me le Hmm. fait parce Non, qu'il y en avait énormément et que juste j'ai foiré, tu vois, ma qualif. bah, on a vu Et la les remontée gens ont en vu, course, enfin les remontées en course. déjà les remontées, et puis même, pas beaucoup de gens l'ont vu, mais sur le tour où je me sors, je fais violet-violet. Hmm, hmm, hmm. Violet secteur 2, donc je me battais clairement pour la pole, tu vois, dans ce tour-là. Et après ça, c'était la fin de la séance. Et voilà, donc ces erreurs-là, c'est pas le même style que l'année dernière. L'année dernière, c'est juste purement pas de perfo sur des week-ends. Alors que là, pour l'instant, ça a été juste des boulettes, alors que le potentiel était là. Donc je sais qu'à partir de maintenant, j'ai beaucoup travaillé avec l'équipe cet hiver et suite aux 4 premières courses qui, en tant que rookie, t'apprennent beaucoup. Je sais très bien qu'en faisant les week-ends comme Maïmola, où je les approche vraiment calmes dans ma tête, en commençant les essais, les qualifs, en mettant juste tout bout à bout, à la fin ça paye. Je me fais confiance aussi, comme la course, la gestion de pneus et tout ça que j'ai fait, pas instinctivement parce qu'on a travaillé pour ça, mais que j'ai fait vraiment de la bonne façon. Voilà, j'ai confiance en moi et voilà, on va trouver cette régularité à partir de maintenant pour que les gens disent plus ça de moi. Hmm. Sur les 6 prochaines semaines, il va y avoir 5 meetings de F3, c'est-à-dire, vu qu'il y a 10 meetings, la moitié de la saison en 6 semaines. Il va y avoir le premier triple header qui va commencer ce week-end avec Barcelone, puis ensuite Red Bull Ring et Silverstone. Est-ce que voilà, il y a une grosse pression où tu te dis que toi, que les pilotes de F3 en général jouent probablement leur futur sur ces 3, 4, 5 week-ends-là, car ensuite, très vite, ça va arriver avant même la pause estivale, les négociations pour aller en F2, peut-être en WEC, en GT ou que sais-je, avec toutes ces négociations qui vont arriver très vite en fait. Bien sûr. Euh, Ça me plaît pas, mais ce sport, il évolue vraiment dans cette direction où les choses se font de plus en plus tôt. Euh, Ça a été fait un petit peu par la politique des choses qui veulent toujours des prématurés, des, des, des génies, on va dire, comme Antonelli, Mhm. pour qui tout se passe très vite et très tôt. Et ça a fait que, en fait, ça a bousculé tout le système et les choses se font de plus en plus tôt. Et par exemple, les signatures pour les saisons futures se font de plus en plus tôt Mhm. et ça laisse même plus la chance à des rookies de se montrer parce que les rookies, parfois, il y en a qui ont besoin de plus de courses avant de gagner. J'ai eu la chance, moi, justement, c'est pour ça que je te dis, elle était très importante, la victoire d'Imola, c'est que j'ai montré que je pouvais gagner une course à ma troisième course d'F3 avec la manière et ça, c'est top. Mais on va dire que sans celle-là, je ne serais pas dans la position dans laquelle je suis maintenant. Et comme tu as dit, les 3 prochaines courses, il faut performer au 3, être régulier au 3. Et il y a pas mal de gens, par exemple les top teams, auront peut-être signé leur pilote après ces 3 courses. Ouais, mais donc, Et voilà, moi je suis dans cette situation aussi et je pense que la plupart des pilotes sont dans cette situation. Donc ça met la pression, mais d'un autre côté, j'ai envie de dire, c'est comme ça que ça se passe et on est tous dans cette situation, sauf s'il y a le cousin de Let's Scroll dans la grille et lui il s'en fout, il signe dès maintenant parce qu'il rajoutera 1 ou 2 millions. Mais pour les gens normaux, on va dire que c'est comme ça que ça se passe. et justement, tu as parlé d'Andrea Kimi Antonelli. Ta précédente victoire d'ailleurs avant Imola, c'était au Koweït, c'était en Formule régionale Moyen-Orient en janvier-février 2023, devant Andrea Kimi Antonelli. Quel est ton avis sur lui quand on te dit qu'il pourrait arriver en F1 à 17 ans, avec une dérogation de la FIA potentiellement. Voilà, toi tu as couru contre lui l'an dernier, t'as gagné une course contre lui aussi. Voilà, je peux flex. Voilà. Non, mais enfin, toi, voilà, en tant que quand même pilote né en 2004, comment tu vois voilà, cette progression? Il a sauté la F3.
il a fait 5 manches de F2 et puis on parle de lui en F1. Toi, comment tu réagis à tout ça? Ben, moi, Kimi, c'est un pilote que j'apprécie bien, que ça soit humainement ou même son style sur la piste. Depuis petit, il a été prédestiné à ça. Tout s'est toujours aligné pour lui dans cette direction, qu'il soit le plus tôt possible en F1. Je me rappelle de lui en kart, il a toujours été dans le matériel gagnant au moment où ce matériel la domine et tout ça. Et c'est un point commun qu'on retrouve chez pas mal de champions, même des Charles, pas mal de pilotes qui sont en F1 sont tous passés par ces baquets-là un petit peu magiques. Et Kimi, il a toujours exploité le max de ce matériel et du coup, il a toujours tout gagné. Humainement, c'est un pilote que j'aime bien, toujours fair play. Toutes les fois où je me suis retrouvé en commission avec lui et tout ça, ça a toujours été fair play, le petit mot qui va bien. On n'est pas amis ou quoi que ce soit, mais il y a des pilotes avec qui tu ressens cette montée et d'autres pas du tout. Donc il en fait partie. Et après, je pense que sur la piste, à son âge, là en F2, en ayant sauté la F3, il montre une belle maturité. Je trouve que même par rapport à Birman, il délivre au moins des résultats, alors que Birman, c'est soit P1, soit il cale. Ouais. Et je pense que c'est impressionnant. Après, le mettre en F1 maintenant, moi je trouve que ça n'a pas trop de sens parce que lui ou Birman, ils ont mine de rien pas encore montré quoi que ce soit qui mérite d'être en F1. Cette année, je parle. Je parle pas du reste parce que voilà, Antonelli, c'est un sans faute jusqu'à présent, sinon. Mais on va dire que tous les pilotes qui sont allés en F1, des Hülkenberg, des Ocon, et peu importe, ils sont tous gagnés, tu vois. Ils ont tous gagné la F2 ou la F3 et ensuite ils sont passés en F1 pour certains. Mais là, pour l'instant, ils ne gagnent pas. Donc, je dirais qu'on en parlait ce midi avec le team manager de Trident, mais même lui disait, pour moi, ça n'a pas trop de sens qu'il passe en F1 maintenant. Mais par contre, je pense que ça reste des résultats sur papier, c'est pour ça qu'on dit ça. Je pense qu'en termes de driving et mental et tout ça, je pense que c'est un pilote qui doit rouler en F1, mais ça, c'est une certitude. Après, voilà, il y a eu une préparation, je pense que personne n'a fait limite dans l'histoire. À l'attaque d'une saison d'F2, il a fait plus de 20 journées de test. C'est quelque chose de inhumain. Enfin, personne n'a fait ça. Moi, je sais très bien Victor, Zach et tout ça, c'est des mecs qui n'ont pas testé. Et un mec comme Antonelli, il a eu la chance, parce que sans doute qu'il le mérite, selon moi, il le mérite, qu'il y ait un Mercedes qui mette autant d'argent dans sa préparation. C'est un des seuls pilotes qui a roulé au Qatar, qui a roulé sur tous les circuits en test, et ça, c'est ouf. Donc, je pense qu'il doit quand même performer pour vraiment mériter sa place en F1. Je pense qu'il doit quand même gagner comme le fait Zach actuellement en F2. Même si voilà, ils n'ont pas la même expérience, l'autre est rookie et tout ça, mais tu prends Piastri, peu importe la politique, le contrat, l'académie, il a juste gagné, et c'est ça qui fait qu'il mérite sa place en F1. Donc voilà. Ok, non, c'est intéressant, mais enfin ouais, je pense il mérite pas encore forcément, mais que même s'il va en F1, j'ai quand même l'impression qu'il va vraiment se débrouiller vraiment bien. Alors Je le pense aussi. Je pense Raphaël, je pense les 20 journées c'est avec des anciennes GP2, je pense. C'est ça, ouais. des GP2. Des GP2, c'est bon, les teams essayent tous de rafistoler des GP2 pour qu'elles se rapprochent le plus de la voiture actuelle, mais ça reste quand même 20 journées, ça reste minimum 5 trains de pneus par jour, et c'est le budget d'une saison pratiquement dans la journée de test. Aller rouler, privatiser des circuits, aller au Qatar, c'est un budget fou, et je pense qu'aucun pilote dans l'histoire n'a roulé autant à la bord d'une saison d'F2. Voilà, même s'il a sauté la F3, c'est une vraie aide parce que la F2 c'est particulier. Très particulier comme championnat. Il y a une question de Natoon28 qui nous dit: j'aime beaucoup le fait que tu cites Hülkenberg et Ocon comme pilotes qui ont gagné plutôt que des Lewis ou Max. Est-ce qu'il y a un pilote de F1, j'ai même envie de dire, ou un pilote ailleurs, d'un autre championnat, ou peut-être retraité, actif, etc., qui t'inspire particulièrement? Bah, c'est vrai, Hülkenberg, Ocon, déjà pour revenir sur la question, c'est des pilotes qui ont gagné. C'est Ocon, moi quand je parlais avec mon ingénieur là de Trident, il se battait contre lui avec Giotto, Ouais. qu'ils connaissent en GP3, et il dit que pour lui c'est un des meilleurs, tu vois. Et par exemple pour lui, il devrait mettre Ocon chez Mercedes plutôt qu'Antonelli, tu vois, qui est encore trop jeune. Peut-être qu'il est meilleur que Ocon, on le sait pas. Oui, bah ce serait plus mérité, mais sur le long terme, après, sur le potentiel, ouais. Il faut voir.
tu vois. Mais oui, c'est des pilotes qui sont incroyables et on va dire que peut-être leur image ne les rend pas légendaires comme certains autres. Ils ont peut-être un peu moins la cote qu'un Lando Norris et tout ça, mais c'est des pilotes qui sont incroyablement forts. Moi, des pilotes qui m'inspirent, bon, dans les plus connus, Charles Leclerc, c'est une inspiration. On a commencé le kart au même endroit à Brignoles, dans le même team. On a beaucoup de gens en commun, même parmi mes proches. Donc, c'est quelqu'un vraiment voilà, de qui je me sens assez proche. Même si peut-être qu'il ne me connaît pas, ou on s'est croisés, mais on ne se connaît pas personnellement. Quoi, mais voilà. Et après, des inspirations, Lewis, son parcours où il n'avait rien, il a mis tout le monde d'accord en simplement gagnant des courses, gagnant des titres. C'est des exemples. Moi, j'ai toujours grandi sur les traces en termes d'inspiration de Jules Bianchi. La personne qui me suit, qui travaille avec Nico, qui me suit, qui a été mon premier mécanicien de kart, mon dernier mécanicien de kart, et qui me suit sur toutes les courses encore de nos jours, qui s'appelle Thomas. C'était le meilleur ami de Jules. Donc c'est quelqu'un qui a grandi avec Jules, qui étaient potes d'enfance depuis qu'ils avaient peut-être 7 ans. Et il m'a toujours parlé de Jules et j'ai toujours vécu ma carrière en inspiration, en essayant de prendre tout le bon qu'avait Jules. Et c'est ce que Thomas essaye de toujours m'inculquer dans le travail, la persévérance, toutes les erreurs que Jules a faites, toutes les choses qu'il a bien faites. Et donc voilà, même si j'ai pas eu la chance de le connaître parce qu'on s'est croisés, parce que quand j'étais jeune, je le voyais très souvent à Brignoles, mais j'étais trop petit pour tu vois, apprendre de lui. J'avais genre 7-8 ans et il venait pour voir Thomas qui était mon mécanicien et il était pilote de F1. Moi, j'étais juste là en mode waouh, il est pilote de F1. Mais j'étais. Attends, bah, c'est ce qui s'est passé à partir de là. Voilà, j'ai toujours vécu avec ces images de Jules et ces anecdotes que Thomas me raconte jusqu'à présent. Et voilà, pour moi, c'est un exemple. Je suis vraiment, enfin, ça me touche un peu que la mémoire de Jules Bianchi continue de perdurer même parmi les jeunes pilotes. Malheureusement, alors transition un peu triste, mais évidemment, malheureusement, l'an dernier, tu as vécu quelque chose de très particulier aussi avec la perte de ton coéquipier Dylan Vanthof. Comment en fait, j'ai même pas vraiment de question. Comment ça se passe? Comment tu te relèves d'un truc pareil? Enfin, t'étais coéquipier avec lui depuis 2 ans. Comment tu fais pour te remettre dans la voiture après ça? Ouais, ben, c'était sans doute une des périodes les plus difficiles de ma vie. Quand ce que t'aimes par-dessus tout, ce qui fait marcher ta vie, ton quotidien, se transforme en un enfer pendant l'espace d'une journée. Ça détruit forcément quelque chose dans toi. Euh, je parle vraiment que personnel. Après, si on prend ce qui s'est passé, ma relation que j'avais avec Dilano, comme tu as dit, 2 ans à être coéquipier, c'est des journées, des journées, des journées passées ensemble. Dilano, c'était quelqu'un que j'appréciais pas quand j'étais petit en kart. On s'est toujours détesté suite à un accrochage au championnat du monde qu'on avait eu. Donc je l'ai toujours, on va dire, détesté, lui aussi. Et en fait, quand on s'est retrouvé à être coéquipier, je me suis dit merde, je vais aller avec ce con-là. Et en fait, le premier test que j'ai fait, c'était à Jerez, en Espagne, avec MP. On s'est pas dit bonjour le matin. Et le soir même, on est parti manger ensemble en rigolant toute la soirée. Et à partir de là, en fait, on s'est dit, mais on a été con de ne pas se parler pendant toutes ces années parce qu'on s'entendait super bien. Il y a eu quelque chose de comme ça que tu n'expliques pas qui font les amitiés. Et on a passé 2 saisons à énormément rigoler. Il venait me chercher à chaque fois que j'allais aux Pays-Bas pour aller au simul. Lui, il habitait à côté de MP et du simulateur, donc on a passé énormément de moments. Donc perdre un coéquipier, perdre un ami pendant que tu fais la même course, qu'il est à quelques mètres de toi pendant la course, dans cette situation-là, c'est un cauchemar. Voilà, on ne va pas revenir 1000 ans là-dessus, mais c'est vraiment vivre un cauchemar. Et c'est vrai qu'on montait dans la voiture après ça. C'était très très dur. Être dans le camion avec sa place là où il se changeait, qu'il n'y ait plus personne, qu'ensuite il y ait quelqu'un d'autre. C'était très très dur. Les funérailles, enfin bref, tout ce qui s'est passé là cette année-là, c'était très dur. Et même, tu vois, personnellement, de changer de team, tu vois, démarrer quelque chose de nouveau, ça m'a fait du bien. De sortir un peu de la famille MP parce que ça reste
toujours des rappels de ce qui s'est passé et c'est très dur. On a même hésité à reprendre la saison après la course. On a raté une course après Ouais. Spa à Mugello et on avait hésité même à reprendre la course. Mais au final, on s'est dit que le mieux à faire, c'était de tout donner, continuer de travailler, essayer de faire des podiums. J'en ai eu 2 après ça. Et c'était le mieux qu'on puisse faire pour le rendre fier. Mais il n'y a pas de mots pour décrire voilà, la difficulté du moment. Ouais, il y a Raphaël qui pose la question, comment tu t'es senti le samedi matin sur le podium au Paul Ricard quelques semaines après enfin, je me rappelle quand tu arrives dans le parc fermé, tu fais une petite célébration pour Dilano. Il y a quoi qui se passe dans la tête à ce moment-là? Enfin, c'est... Ben, le week-end du Castellet, il était spécial. Quand on est arrivé, le fait d'arriver avec que 2 voitures dans l'attente, c'était dur. Tous les matins, il y avait tout le monde qui pleurait. C'était vraiment pas facile. L'atmosphère, elle était vraiment horrible. Mais bon, on a mis notre peine dans le travail. C'était. Ah, on a perdu Samy. Euh... On a perdu Samy, attendez. Ah, c'est bon. Attendez, hop, hop, hop. C'est bon? Moi, c'est bon. Ok, c'est bon, tu es de retour. Okay. Ouais, du coup, sur le Paul Ricard, on a essayé juste de mettre notre travail tout bout à bout. Euh, les podiums, c'était pas tous les week-ends. Le fait qu'on arrive et que la première course qu'on fasse après l'accident, on finit sur le podium, c'était spécial. Ça a fait du bien à toute l'équipe, ça a donné de la motivation pour continuer à toute l'équipe. Et voilà, moi je l'ai pris comme un signe, surtout le Paul Ricard. On pensait vraiment pas performer parce que nos tests étaient catastrophiques là-bas. Et au final, première course, boum, podium. Et comme tu as dit, voilà, j'ai pensé fort à lui et je me suis dit qu'il serait juste content pour nous, fier du travail. Et d'ailleurs, tous les teams de Freka, quand je passe après le coup de lap, que je rentre pour aller au podium, ils avaient tous applaudi les membres de l'équipe MT, tu vois, qui se déplaçaient parce que voilà, ils s'imaginaient parce qu'ils ne l'ont pas vécu, mais ils s'imaginaient à quel point c'était dur pour nous de revenir dans tout ce qu'on faisait avec lui, mais sans lui. Et voilà. Bon, on va essayer de parler de choses un peu plus joyeuses. Parlons de la suite de la saison. Donc, on a parlé de, oui, il y a Barcelone ce week-end, il y a le Red Bull Ring, Silverstone, Spa, Monza, j'en oublie probablement un, Hungaroring. Tu as roulé sur tous les circuits sauf Silverstone, si je dis pas de bêtises. Quel est le circuit que tu attends le plus? Le circuit que j'attends le plus, c'est écrit comme ça, c'est Spa. L'année dernière, c'était un enfer pour moi. Là, j'y retourne cette année avec le couteau entre les dents pour gagner pour Dilano, clairement. Je pense que Spa, c'est une de mes pistes préférées aussi, sans parler du contexte. La F3 là-bas, ça va être des belles bagarres et je pense un vrai kiff à rouler. Et la motivation supplémentaire que j'ai pour Dilano, ça fait que voilà, j'attends ce week-end et je suis prêt à gagner là-bas. Ok. Ouais, justement, d'ailleurs, à Silverstone, c'est un circuit qui est pas très connu des pilotes qui ont roulé en FRECA, qui ont roulé en F4 française comme toi, allemande, etc. On a vu des pilotes rouler en GB3 cette année, hein, un peu plus tôt, à Silverstone, et se faire bannir pour cette manche. Qu'as-tu pensé de tout le bordel qu'il y a eu avec aussi Tsolov qui est banni pour Spa-Francorchamps Écoute, moi, bon, vu que ça ne me concerne pas, je m'en fous un peu. Je ne vais pas souhaiter le malheur aux autres pilotes. Je ne vais pas me réjouir, mais on va dire que ils ont joué au jeu. Ils n'ont pas fait bien les choses parce qu'ils auraient pu faire des tests, mais en demandant une autorisation de la FIA. Après, ce n'est pas de la faute des pilotes. Je pense que c'est plus leur management qui n'ont pas assuré parce que c'est à eux de s'occuper de ça. Moi, je sais on a essayé de faire un test à Silverstone qui ne s'est pas passé au final parce qu'il a été annulé, mais en voulant le faire, on savait qu'on devait faire les démarches Ouais. d'autorisation par la FIA, etc., pour faire les choses bien et pas être pénalisé. Eux, ils ne l'ont pas fait, je ne sais pas pour quelle raison, mais bon, c'est juste une erreur de leur management. Le pilote, nous, on n'est pas occupé à penser à ça, mais c'est une erreur de leur management. Et après, voilà, c'est la FIA qui décide de les pénaliser. Ils ont leurs règles, leurs règlements et ils doivent appliquer, c'est tout. Voilà, après, c'est pas. Je pense pas trop à ça. On m'a déjà posé la question. Ouais. Honnêtement,
Ouais, ça me concerne pas, je m'en fous un Bah, peu. malheureusement, ça concerne pas trop les pilotes. Enfin, malheureusement, c'était pas trop à eux de Ouais, gérer ça, quoi. c'est ce que j'ai dit, c'est pas à nous de gérer si les dérogations, Bah etc. ouais, Nous, on nous ouais. dit va rouler là, on va rouler là. Donc voilà, c'est pas de leur faute. J'ai une... Bon, j'ai une dernière question. J'ai une dernière question parce que tu dois partir à 19h45 Ouais, normalement. après je vais essayer de répondre vite fait à quelques mails du chat. J'ai vu des questions Ouais. intéressantes. En 2025, à choisir, tu préfères faire une deuxième saison de F3 pour jouer le titre, vraiment gagner le titre, ou une première de saison de F2 qui sera peut-être un peu plus dure avec l'apprentissage, etc. Je préfère faire une saison d'F2. Honnêtement, l'objectif de base à la taille de la saison, c'était de faire qu'une saison d'F3. Et ça l'est toujours. Tu sais, le championnat, il n'est pas si espacé, Ouais, tu ouais. vois, par rapport à l'année dernière où Bortoleto avait pris vraiment le gap. Là, tout le monde a un peu marqué des points, tout le monde a un peu gagné, donc il y a tout qui reste à faire. Moi, en tant que rookie, je pense que je vais faire juste une montée en puissance par rapport à des Beganovic ou Mini ou même Forna, mon coéquipier. Non, l'objectif c'est de performer et passer en F2 l'année prochaine. Ok, bah écoute, si tu veux prendre des questions qui étaient présentes dans le chat, Nickel, du coup. j'en profite pour remercier RickPlay13 pour le follow, AndyCon07, que je suspecte être Andy Consani. Si c'est le cas, bonne chance pour le championnat d'Europe de karting ce week-end en Slovaquie. On en parlera d'ailleurs en live de tout ça demain à 19h. Ah, attends, Samy, tu as trouvé une question? C'est Raphaël en fait. Raphaël, on se Ouais, connaît, ouais. on se voyait à chaque fois au Castellet. Le bac de philo, catastrophique, j'ai eu 8, je crois. Mais J'ai révisé. tu l'as le Ouais, j'ai bac. eu mon bac, Ouais. bien sûr, j'ai eu mon bac. J'étais allé 3 semaines à l'école l'année du bac. Et donc j'ai révisé pour le philo la veille. Je savais même pas de quoi ça parlait. J'ai eu 8, je sais pas comment j'ai fait. J'en suis fier, même si c'est une mauvaise note, j'en suis fier. À propos, donc deux questions. Comment tu fais pour te retrouver chez Trident? C'est une longue histoire, mais j'ai eu quelques perfs en Freca. Hmm. J'ai eu la chance d'avoir un team manager qui est très intelligent chez Trident et qui a compris que la Freca c'était un championnat où il fallait pas non plus que regarder le championnat, etc. Mais aussi ceux qui font des perfs de temps en temps, on va dire, Hmm. comme moi, et se dire que c'est un championnat dur pour les teams aussi parce que Trident galère un petit peu en Freca. Donc ils savent très bien qu'il y a des pilotes qui peuvent être très bons mais qui n'ont simplement pas la voiture. Et j'en serai reconnaissant toute ma vie parce qu'il m'a donné une chance de faire un test en GP3, une seule journée. Et là, le deal, c'était soit tu nous impressionnes, soit on trouvera un autre pilote parce qu'on est Trident et Ouais, on bah n'a oui. pas besoin de toi, c'est toi qui as besoin de nous. Et j'ai joué ma vie sur ce test. Je dirais que je les ai impressionnés parce qu'ils m'ont signé après. Et ça s'est passé comme ça. Et ça se passe vers quand? Genre dans le mois d'août? Ça se passe quand? Ouais, voilà, Ouais. pendant la pause de l'été, moi j'ai pas de tabou parce que c'est une fierté, c'est comme ça que j'ai réussi Hmm, à signer hmm. avec eux et j'ai eu une journée et sans connaître la voiture, sans rien, c'était ma première fois dans la GP3 et il m'avait mis un pilote à côté pour me comparer et j'avais fait le nécessaire. Et la question c'était un point de vue sur Adrien. Adrien c'est un bon pote à moi et je suis juste dégoûté de comment les choses se sont passées pour lui. Je pense qu'après sa deuxième saison de Freca, quand il finit vice-champion, il méritait de Bah passer. oui, oui. Il méritait un baquet en F3 dans une bonne équipe. Et je sais qu'il a eu des opportunités, mais pas forcément le budget, les sponsors Hmm. pour. Et des fois, voilà, les choses s'alignent. Des fois, ça s'aligne pas, mais en tout cas, en termes de justice, c'est injuste pour lui. Il mérite tellement plus sa place que certains mecs. Voilà, De ce que j'ai entendu, Adrien pourrait peut-être être candidat pour faire une pige à Spa-Francorchamps chez ART en remplacement de Tsolov. c'est vrai. Ah, Ouais. bah, ça serait bien. Mais bon, il y a Après, d'autres. c'est dur comme exercice. Ouais. Je vais pas commencer à le défendre, autant il va faire podium, mais c'est dur comme exo parce que la F3 c'est particulier. Hmm. On n'a pas beaucoup de tours sur les pneus, pas beaucoup de temps en practice et voilà, j'espère que ça pourrait lui donner des opportunités, mais c'est un exo très très dur s'il Hmm. est amené à faire ça. Ouais. Amené à faire ça. La connexion est assurée par Mecatro. Ah, tu critiques Mecatro. Alors, les 20 jours de test, ouais, 20 journées, 20 journées. 20 jours de test et 20 journées. Bon, il n'y a pas énormément de questions, il y a des jeux de mots. Ouais. Je préfère les trains DRS ou les push to pass de Freca. Je préfère les trains DRS Ah largement. ouais? Ouais. Bah après, c'est parce que avec la Freca, tu peux pas doubler, mais enfin. Voilà, tu ne veux pas doubler. Au moins, Oui. même s'il y a un train DRS, tu pourras peut-être doubler parce que
tu arriveras à plus suivre, il y a plus de dégradation. Oui, Et mine de rien, même s'il y a plus d'aéro, tu arrives plus à suivre, je dirais, en F3 qu'en Freca. ouais. En fait, il y aura quand même plus d'effets avec un train DRS qu'avec des mecs qui mettent le push to pass et le devant aussi, tu vois. Ok. Enfin, Je sais pas, voilà. moi je préfère, enfin, pas tellement fréquent, mais je préfère le principe du push to pass, surtout avec un nombre d'utilisations limité, puisque bah, ouais, Il y a de la il y a de la stratégie. stratégie, voilà. Mm. DRS, t'es à une seconde, bon bah, pouf, voilà, enfin, Ouais, ouais, ouais. Est-ce que je voudrais essayer le rallye? Honnêtement, ça m'excite pas trop le rallye. Euh, c'est cool, hein, essayer pour m'amuser. Moi, bien sûr, moi, même si j'essaye une Twingo, je suis content en fait, tant que je suis derrière un volant. Donc, bien sûr, essayer un jour, ça serait très cool, mais ça me passionne moins que la précision, la limite d'un circuit. Voilà. Ils sont à la limite en rallye aussi, mais il y a ouais. beaucoup plus d'improvisation Hmm. que, que, que sur un circuit. Voilà. Hein. Alors, est-ce que la caractère italien de l'équipe, ça coupe bien avec ta mentalité? Franchement, oui, j'ai une entente avec mon ingé, les membres de l'équipe, qui est top. Au bout de quelques semaines où on s'est connus, on a tout de suite senti la connexion. Mon ingé, il est âgé, c'est pas un jeune, il doit avoir 60 ans ou plus, peut-être 65 même. Et il a une expérience folle et on s'entend très très bien. Et ces derniers temps, on n'a même plus besoin de se parler pour se comprendre quand on est dans la pit lane, pour se faire des ajustements entre les trains de pneus d'Alcalif ou quoi. Et quand tu atteins cette connexion-là avec ton ingé ou les membres de ton équipe, c'est un vrai plus. Et non, et on passe tellement de temps ensemble à travailler que voilà, c'est obligatoire d'avoir une entente comme ça. Et moi, vu que je suis du Sud, je dirais que je me rapproche un peu de la mentalité Plus italien, italienne, ouais, plus, un peu de plus passion. latin. Idéalement, t'aimerais bien continuer avec Trident? J'ai répondu à mon ingé qui m'attend. Ah, Je vais l'énerver là. Non, aïe mais aïe donnez aïe. 3 minutes. Donnez 3 minutes. Bah, Trident, moi j'adore le team, j'adore les gens qui y sont. C'est dommage que ça ne performe pas Hmm. aussi bien qu'en F3, en F2, mais je pense que cette année, ils peuvent évoluer. Je pense qu'ils ont quand même mieux performé que des ART par exemple cette année. Ouais. Ils font quand même la pole à Monaco, ils font des P4, des P5 et tout, ils sont quand même là. Il faut voir comment ça évolue et après on ne sait pas voilà, ce que le futur réserve. Hmm. Mais, bah, il y avait mon père qui était aujourd'hui avec le team manager de Trident. Il m'a amené aujourd'hui à l'usine, hier soir plutôt. Et voilà, je pense qu'il y a des discussions un peu de partout. Il faut fermer aucune porte. Mais voilà, on regarde toujours le mieux pour soi à l'instant T et il ne faut pas trop laisser les sentiments Ouais. s'installer parce que voilà, il faut être objectif et prendre les meilleures options. Bon, l'essentiel, c'est ce week-end, Barcelone. Et j'espère que tu vas pas te faire gronder par tes ingénieurs, du coup. Donc, Non, ça va, je les ai prévenus, c'est 3 minutes. Est-ce que des ingénieurs que tu as dans les précédentes formules de fonction arrivent à step up dans les catégories? Ouais, bah, les ingés, ça dépend des mentalités, mais généralement les jeunes ingés, ils ont vraiment l'objectif de monter comme nous hmm. les pilotes. Donc je connais par exemple un ingé qui s'appelle Antoine, qui faisait ingé chez MP en Freca l'année dernière. Il est monté cette année en F3 chez MP. Donc par exemple, il y en a qui montent au sein d'un même team, il y en a qui changent de team pour pouvoir monter. Mais voilà, il y a pas mal d'ingés qui commencent à la F4 et qui veulent aller jusqu'en F2. Certains, pourquoi pas en F1, même si ça reste un tout autre métier en F1. Mais oui, je pense que les ingés, ils ont pour objectif de step up. Par exemple, le mien, chez Trident, lui, il veut rester en F3 parce que c'est sa catégorie Hmm. préférée. Et même s'il a des propositions pour la F2 et tout ça, il a tellement d'expérience que c'est un peu le maestro de la F3, quoi. Et donc voilà, ça dépend vraiment des mentalités, des objectifs de chacun. Il y a une question pour moi. Pour Percy, mieux vaut aller en F2 chez Trident ou jouer le titre F3 sur une deuxième saison? Bah, idéalement, Samy joue le titre maintenant. Ouais, idéalement, c'est ça. Joue devant cette année et puis aller en F2. En plus, en 2025, l'an prochain, il y a une nouvelle voiture, il y a une nouvelle réglementation en F3. Donc, potentiellement, voilà, c'est pas l'année idéale pour redoubler. Voilà. Donc, Non, t'as bien dit ça. Si on prend Victor cette année, je suis vraiment deg pour lui, mais
il a eu le changement de voiture pendant sa deuxième saison. Ouais. Et malheureusement, ils n'ont pas bien démarré sur la compréhension de la voiture et ça lui coûte cher. Et je ne veux pas me retrouver dans cette situation-là. Aussi, en parlant de cette année, si je performe, que ce soit un top 3, top 4, top 2, même si ce n'est pas forcément un titre, ça peut refléter en tant que rookie aussi bien qu'un titre dans une saison comme l'année dernière où tous les runners-up c'était des rookies presque. Tu vois, tous les bons pilotes qu'il y avait c'était des rookies. Alors que cette année, il y a ces bons pilotes comme Beganovic, Munich, Gutt, Browning, tous ces mecs-là qui étaient déjà très bons en tant que rookie. Maintenant, ils sont redoublants. Donc je pense qu'en tant que rookie, si j'arrive à en battre déjà certains d'entre eux, en termes d'opportunités pour le futur, ça peut refléter autant qu'un titre dans une saison comme l'année dernière. Donc voilà, faut pas se bloquer sur des chiffres d'objectifs de résultats, je pense. Ouais, clairement. Bah, en tout cas, le potentiel montré au-delà, oui, voilà, au-delà du classement, le potentiel, la vitesse, le rythme de course, ça, c'était très, très positif sur les 4 premiers meetings. On espère que ça va continuer à être aussi positif. Peut-être une dernière question et tu vas. Et j'y vais. Ouais. Comment tu estimes objectivement le niveau de la F3 cette année par rapport à quoi? Enfin, c'est dur de dire. Je pense que la F3, la F2, de toute façon, c'est les championnats où il y a les plus gros niveaux. Il n'y a pas de débat. La Freca, c'est un championnat très dur aussi. Mais en F3 et F2, le fait qu'il y ait un peu plus de voitures qui peuvent se battre pour devant, je pense que ça rend le championnat encore plus dur que de la Freca. La Freca, je pense que si tu fais partie des 4-5 meilleures caisses, tu as vraiment un vrai avantage. Qu'en F3, tu vois des mecs comme Barnard qui réussissent à performer avec les Genzer et tout. Et c'est des trucs que tu vois pas en Freca. Non, plus compliqué. Vraiment pas dans les teams, c'est très dur de performer honnêtement. Donc je pense que la F2, F3, c'est les championnats les plus durs. Et après cette année, si on prend vraiment factuellement, il y a des pilotes qui ont gagné des courses l'année dernière, qui ont impressionné l'année dernière, qui sont maintenant redoublants. Donc je pense que le niveau est très élevé. Je pense que peut-être un peu plus élevé que l'année dernière pour le top 3, le top 4 en tout cas. Voilà. Bon, bah écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup Samy d'avoir été présent sur ce live. Tout le meilleur pour ce week-end à Barcelone, évidemment tout le meilleur pour le reste de la saison. Et écoute, voilà, merci d'avoir pris de ton temps et essaye d'arriver pas trop en retard avec tes ingénieurs. Ça marche. Bon, merci à tous et j'espère qu'on se croisera bientôt sur un circuit ou n'importe où. J'espère, j'espère aussi. Ça me fait plaisir. Je sais pas si dans le live il y a des gens qui m'envoient des messages et tout ça, qui me soutiennent. Ça fait plaisir. Donc voilà, continuez, ça m'aide. Bon allez, très. Ciao, salut Samy, merci beaucoup. Ciao. Écoutez, voilà, on va se quitter. J'en profite pour remercier une nouvelle fois Samy Mektounif pour avoir été présent sur ce live. Moi, je vous dis à demain. Qu'est-ce que... Dr Hello qui envoie les messages. Oui, Dr Hello, je sais que je dois t'ouvrir mais j'essaye justement de finir le live. Mais là, du coup, je suis obligé de cliquer sur ton lien. Mais en tout cas, enfin, ouais, voilà, je sais que je dois lui ouvrir la porte. Je sais. Bon, voilà, merci beaucoup d'avoir été aussi nombreux sur ce live. On se dit à demain. Demain, 19h, preview du week-end 5 étoiles F2, F3, Freca, F1 Academy, F4 France, plus d'autres trucs. Voilà, donc un live un peu plus long. On reviendra aussi sur cette interview avec Samy. La rediffusion arrive dans la soirée sur YouTube. Et voilà, merci d'avoir été aussi nombreux sur ce live. Et d'ici là, bah voilà, à demain soir. Salut, bisous. J'ai dit bisous. Allez, bonne soirée et bon match.